Bonjour à tous et bienvenue au-dessous des data. Alors, cette semaine, on va parler de deux éléments importants hein, qui ont agité les marchés au cours des derniers jours. Alors, on va d'abord parler hein, de cette révolution de l'intelligence artificielle, mais qui semble créer pas mal de remous hein, sur la valorisation notamment des éditeurs de logiciels, avec un secteur qui baisse assez sensiblement hein, depuis le début d'année sur les craintes, autour de l'intelligence artificielle, mais paradoxalement, hein, c'est aussi une opportunité immense pour ces éditeurs de logiciels d'augmenter leur chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser autour de ça? Et puis surtout, autour du dernier modèle hein, d'Anthropix qui a véritablement fait bouger les marchés, en tout cas agiter les interrogations des investisseurs. Quels sont les éditeurs logiciels qui peuvent profiter de cette révolution? Et puis, dans un deuxième temps, hein, là, on reviendra sur une thématique un peu plus macroéconomique, hein, sur comment va finalement se répercuter ces tensions inflationnistes. Ce qui est certain, c'est quel que soit votre scénario autour du Proche-Orient, est-ce qu'on arrive rapidement ou pas sur la paix, est-ce qu'on débloque rapidement ou pas le détroit d'Ormuz, il semble que tout le monde commence à s'accorder hein, à considérer qu'il y aura des conséquences essentiellement inflationnistes. Peut-être que l'économie résistera bien, peut-être que l'économie mondiale restera solide, mais on n'évitera pas très clairement, au moins sur cette année, hein, des tensions inflationnistes sur pas mal de prix de matières premières, sur les coûts de production des entreprises. D'où la question de savoir qui va payer? Qui va payer cette facture, hein? Qui va payer, ces coûts inflationnistes? Et donc on repart, véritablement sur comment, véritablement ces hausses de coûts vont se transmettre sur, l'ensemble des entreprises ou alors sur les consommateurs au cours des prochains mois et quel impact naturellement pour la croissance. Alors on y va, on commence d'abord par, l'aspect, je dirais, éditeur logiciel, hein, de tous ces éditeurs de logiciels qui ont connu une forte volatilité au cours des dernières semaines, depuis même le début de l'année. Hein. On est, si on prend cet ETF, hein, ce iShare hein, IGV, hein, qui nous donne un peu la tendance hein, de l'ensemble de ces grands éditeurs de logiciels, hein, puisque l'iShare comprend notamment Microsoft, mais aussi tous les éditeurs de logiciels de sécurité hein, qui le composent. Et donc, on est sur un indice iShare hein, qui recule assez sensiblement depuis le début de l'année, qui perd plus de 20% hein, lié naturellement aux incertitudes sur la valorisation du secteur des éditeurs de logiciels. Et l'un des éléments qui est venu au cours de ces dernières semaines, hein, c'est la publication d'un document, hein, ça s'appelle Cloud Mythos Preview, hein, qui est le nouveau modèle d'Anthropix publié le 7 avril dernier, qui a remis en avant hein, ce risque autour des éditeurs de logiciels. Alors Mythos, c'est un nouveau modèle d'intelligence artificielle qui a priori s'annonce particulièrement performant, hein, puisqu'il aurait permis de détecter des failles de sécurité sur de nombreux logiciels hein, utilisés couramment, que ce soit de Microsoft, des grands éditeurs de logiciels. Et c'est ce qu'on appelle des failles 0D. C'est-à-dire, ce sont des failles de sécurité qui n'ont pas été comblées, qui n'ont pas été aujourd'hui vues par les éditeurs de logiciels eux-mêmes et donc qui permettent, dans certains cas, hein, une prise de contrôle de l'ordinateur ou alors véritablement de manipuler des données. Hein. En tout cas, ces failles de sécurité majeures hein, sont véritablement un risque important pour l'ensemble du secteur et jusqu'à tel point qu'à priori, il y a eu une réunion hein, d'urgence au niveau du Trésor avec monsieur Powell hein, pour la Banque centrale américaine, réunion de toutes les banques hein, pour qu'elles agissent rapidement et accélèrent dans la gestion de ce risque de sécurité informatique. Alors, en quoi Mythos est différent des autres modèles? C'est surtout par sa performance hein, qu'il se montre important. Mythos, en quelques temps, en quelques minutes, hein, a pu tester et détecter des failles de sécurité majeures, des failles qui auraient peut-être demandé des mois, des années hein, à des êtres humains pour les trouver. Alors attention, hein, c'est pas que Mythos on passe un cap, qu'il est devenu une intelligence artificielle supérieure. C'est vrai qu'on pourrait le croire, on pourrait en plus, ça fait beaucoup de publicité à Anthropic, ce qui montre ainsi qu'il peut avoir un modèle
particulièrement performant, mais c'est pas ça, ça montre seulement qu'un modèle d'intelligence artificielle, bien entraîné, ciblé, sur la programmation, ciblé, sur les points forts, hein, qu'a aujourd'hui Anthropix, autour, de, tout ce qui est, gestion de code, sécurisation de code et cetera, associé à des capacités de calcul records, hein, puisque derrière l'efficacité de Mythos, c'est avant tout, des capacités de calcul énorme qui permet véritablement à leur modèle de tester toutes les failles. Et donc, à ce moment-là, on se trouve avec une arme importante, puisqu'il il suffit pas forcément d'avoir une grosse qualification pour trouver ces failles 0D, alors qu'avant, c'était plutôt une minorité de spécialistes dans des sociétés très pointues qui réussissaient à trouver ce genre de failles, hein. Là, on est face à un logiciel qui permet à quasiment n'importe qui de trouver des failles de sécurité. Donc c'est quand même quelque chose d'important, c'est une nouvelle importante. Ça montre pas, c'est pas révolutionnaire dans le sens que c'est pas Mythos qui remet en cause complètement ou change complètement la donne autour de l'intelligence artificielle, mais ça montre à quel point la puissance de calcul peut changer les choses et peut faire tomber des barrières humaines essentiellement, hein. C'est-à-dire que c'était la compétence humaine sur quelques personnes très compétentes avec un haut savoir, avec une réelle compétence, on avait une barrière à l'entrée et cette barrière peut être totalement sautée grâce au capital, grâce à l'utilisation de capacités de calcul, donc grâce à des investissements massifs dans les data centers. Donc c'est de l'investissement, hein, c'est du dur, mais le capital remplace bien ce capital humain, hein, puisque là, on est bien sur une capacité de calcul, un investissement direct qui permet de se substituer à des compétences humaines qui étaient pourtant très pointues, très recherchées et très rares surtout, hein, et donc qui valaient très cher. Donc ça, c'est le premier élément très clairement. On est sur un modèle qui en lui-même modifie profondément la valeur ajoutée dans le secteur des éditeurs de logiciels et modifie aussi clairement, profondément la valeur ajoutée du capital humain face à la machine. Et donc, c'est essentiellement ça que j'aurais tendance à retenir de ce document autour de Mythos. Alors, naturellement, Anthropix a mis en avant hein, l'efficacité de son modèle, a retardé la sortie de son modèle et a surtout hein, a permis l'utilisation de ce modèle grâce à un accord hein, qu'a Anthropix. C'est le project Glasswings qui permet à certains éditeurs majeurs hein, de logiciels d'avoir accès au modèle Mythos et donc de corriger ces failles avant, naturellement, qu'ils soient fournis au grand public et puissent être utilisés par des gens plus malveillants. Mais en tout cas, on est clairement sur quelque chose de majeur derrière tout ça. Alors, pour autant, est-ce qu'il faut vendre l'ensemble des éditeurs de logiciels? Bah, la réponse n'est pas simple du tout, hein, parce qu'on voit que la réponse est liée un peu presque à valeur par valeur. En tout cas, si on prend par grand éditeur, hein, on a tout ce qui est cybersécurité qui a pas mal réagi face à ces annonces, mais c'est pas forcément les plus affectés. Alors certes, ça peut jouer sur quelques sociétés très spécialisées sur la découverte de failles, hein. Par exemple, ils seront maintenant concurrencés par Mythos et pourraient voir une partie de leur business model exploser, voire disparaître. Donc oui, il y a quelques éditeurs de logiciels, mais c'est vraiment des éditeurs de niche, hein. Mais globalement, on est sur pas mal d'éditeurs de cybersécurité qui vont devoir plutôt intégrer l'intelligence artificielle dans leur offre que véritablement être concurrencé par l'intelligence artificielle. Alors certes, si vous avez n'importe quel agent IA qui vous montre que votre logiciel de cybersécurité sert à rien et que vous pouvez le contourner, oui, il y a un problème pour ces éditeurs de logiciels, je le conçois. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire que c'est plutôt un élément qui va renforcer les positions dominantes des géants de la cybersécurité. Pourquoi? Bah parce que finalement, ils vont intégrer ces outils dans leur propre modèle, c'est-à-dire que c'est comme toujours, hein, entre les attaquants et les défenseurs, bah, faut avoir les mêmes outils, les mêmes armes, et donc ils vont utiliser l'IA aussi pour se défendre, hein, et l'IA va leur permettre aussi d'être beaucoup plus efficace et de détecter beaucoup plus rapidement les vulnérabilités d'un réseau. Par contre, ça suppose une chose, c'est que tous ces éditeurs de logiciels doivent être sur une taille suffisante pour pouvoir développer leur IA, pour pouvoir offrir cette valeur ajoutée et donc devoir investir encore massivement dans des capacités de calcul pour gérer tout ça.
Les grandes plateformes logicielles intégrées sont, naturellement aussi favorisées, des Microsoft, les Amazon Web Services, tout ça, eux profiteront, les hyperscalers dans leur ensemble aussi, hein, eux profitent clairement, de l'IA. Pourquoi? Bah, parce que clairement, on passera par, cette intelligence qui est offerte par ces hyperscalers. Donc ça renforce leur point, dominant, sur, les éditeurs, de logiciels. Les vrais les plus sensibles, c'est éventuellement les SaaS, hein, les éditeurs, de services. Alors d'une part, parce qu'une partie, du travail qu'ils font aujourd'hui, pourrait être sous-traité par l'IA, donc ça serait déjà des activités qui vont tomber et puis d'autre part, naturellement, ils sont, naturellement plus vulnérables en cas, de risque, de fiabilité et de risque de failles, dans leur logiciel. Donc eux, c'est plus, aléatoire, hein et puis il faut naturellement, mettre de côté un petit peu tous les petits éditeurs, les éditeurs de logiciels qui étaient très pointus, qui offraient par exemple un logiciel de comptabilité, un logiciel de gestion des stocks, qui pourraient demain, d'une part, être fragilisés parce qu'ils n'auront pas les moyens, de gérer, ces attaques par, des, intelligences artificielles, très pointues qui, trouveront très rapidement les failles, qui ne pourront pas développer l'intelligence artificielle dans leur logiciel et donc véritablement faire face à une concurrence de d'autres éditeurs logiciels qui pourront faire, grâce à leur outil d'intelligence artificielle, du sur-mesure et aller manger leur part de marché. Et donc, pour conclure, je dirais que il faut retenir deux choses. C'est d'une part, il faut être sélectif. Ça sert plus à rien d'investir sur un ETF, éditeur de logiciels dans sa globalité. Il faut pas jouer le secteur dans sa globalité, il faut faire du stock picking et puis deuxième mouvement, faut, aller vers des éditeurs de logiciels qui ont des capacités d'investissement, des capacités de capex énormes parce qu'on voit que finalement, il y a une substitution capitale, travail, hein et que, très clairement l'IA va renforcer, le côté capitalistique, de ces entreprises. Des entreprises éditeurs de logiciels qui étaient avant tout, des entreprises de ressources humaines, des entreprises qui avaient un capital qui était avant tout le capital humain et la sélection, finalement, de ce capital humain qui faisait leur valeur ajoutée. Mais demain, ça sera plutôt, l'intelligence artificielle, la capacité, de gérer, des calculs, des data centers qui, l'emportera et après les applicatifs seront gérés, en partie, en grande partie, par l'intelligence artificielle. Donc il faut aller vers les acteurs majeurs, les poids lourds, ceux qui ont la capacité, d'investir, dans, les capacités de calcul et l'intelligence artificielle. Et puis l'autre élément, l'autre conséquence forcément autour de ces éléments-là, c'est on montre une fois de plus, la force de l'intelligence artificielle, la force lorsqu'on a des capacités de calcul énormes, de progresser. Grâce à ces capacités de calcul associées à l'intelligence artificielle, on peut découvrir des nouveaux médicaments, on peut tester, les logiciels et la fiabilité des logiciels. On peut, véritablement tester un réseau. On peut aussi, avoir, quelques éléments, de raisonnement. On voit que, certains modèles réussissent à résoudre des problèmes mathématiques. Donc on voit que tout est une question de calcul et donc forcément, derrière le problème des éditeurs, c'est surtout, aussi des capacités de calcul qui sont mis en avant et on voit aussi que, derrière les résultats de Mythos, ça veut dire qu'il faut investir massivement sur tous ceux qui offrent des capacités de calcul et naturellement les producteurs de mémoire, les producteurs de semi-conducteurs hein, qui sont favorisés. Et c'est pas pour rien que face à la chute des éditeurs de logiciels, on a eu une très forte hausse de tout ce qui est de l'indice SOX hein, qui a profité de ces annonces. On voit la puissance du calcul et on voit d'ailleurs que derrière, ça renforce l'idée que les éditeurs de logiciels vont passer à un modèle de plus en plus avec l'intégration de l'intelligence artificielle, donc qui nécessitera forcément des capacités de calcul et que ces capacités de calcul devront être vendues dans des abonnements et non plus dans des versions définitives. Donc de plus en plus, on est sur du récurrent pour les éditeurs de logiciels, mais de l'investissement massif dans des capacités de calcul pour faire face à cette nouvelle demande. Donc voilà ce qu'on pouvait dire globalement. Alors naturellement, si vous regardez et si je vous prends l'exemple des principaux, éditeurs de logiciels aux États-Unis, hein, on voit que les effets sont diffus, selon la taille,
selon le secteur d'activité, selon, si par exemple, je vous prends le risque mitose, hein, si vous êtes, sur, le cas, de certains éditeurs américains, bah, est-ce qu'ils participent ou pas au programme, de Glasswing, hein? Puisque très clairement, s'ils sont partenaires de Glasswing, bah, ils pourront utiliser ce modèle pour déjà corriger leurs failles et donc ça les protège clairement, de mauvaises nouvelles autour de leur logiciel. Mais plus globalement, on voit que certains acteurs sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus dépendants face à ce risque, face à d'autres qui ont une exposition relativement modérée. Donc ça renforce ce que je vous disais déjà, hein. Il faut faire du stock picking maintenant au niveau des éditeurs de logiciels. Donc, pas mal d'évolutions, pas mal d'éléments, mais on reste finalement toujours un petit peu sur la même idée, hein. Ce qui est le plus défensif, si vous voulez jouer la thématique de l'IA, ça reste avant tout, même s'ils sont très chèrement valorisés, ceux qui offrent des capacités de calcul, des data centers. Donc c'est en gros tout ce qui est autour investissement de calcul qui reste finalement la meilleure thématique et la plus sûre si on veut véritablement jouer la thématique de l'IA. Et on le voit dès que cette thématique de l'IA redevient au centre des préoccupations de marché, c'est quand même les fabricants de mémoire, les fabricants de semi-conducteurs qui sont en première ligne. Ensuite, on peut jouer les poids lourds des éditeurs de logiciels, les hyperscalers, tous ceux qui ont la capacité d'investir dans l'IA et qui vont pouvoir intégrer dans leur logiciel l'intelligence artificielle qui demande énormément d'investissements lourds. Donc là, c'est véritablement la recherche des poids lourds au niveau des éditeurs de logiciels. Et puis enfin, on peut faire éventuellement du stock picking sur des acteurs beaucoup plus petits, éditeurs de logiciels. Mais là, véritablement, c'est de la sélectivité puisque là, il y aura forcément des perdants et des évolutions en termes de valeur ajoutée qui seront importantes dans les prochains mois. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces éditeurs de logiciels. Un petit mot maintenant hein, sur une des problématiques essentielles pour les marchés, hein, une problématique macroéconomique, et naturellement, c'est qui va payer l'addition de cette guerre au Moyen-Orient. On sait d'ores et déjà hein, qu'il y aura un choc inflationniste. Il a commencé déjà à se voir sur le mois de mars. On est sur l'impact lié à la hausse des prix des matières premières et notamment essentiellement de l'essence et de l'ensemble des produits dérivés du pétrole, hein. Donc ça, c'est l'impact, je dirais, classique. On sait aussi qu'il y a quand même d'autres matières premières, les engrais hein, qui sont touchés. On a aussi quelques matières premières, le soufre, d'autres matières premières aussi, l'hydrogène, hein, qui sont aujourd'hui dans des situations compliquées et de raréfaction, hein. Mais voilà, on sait qu'on est sur un choc inflationniste qui va affecter les économies au moins en 2026. Alors, est-ce que ça sera en 2027 aussi? Tout dépend de la durée de ce conflit et de combien de temps on reste sur des niveaux de prix élevés. Mais on est bien sur un choc, hein, d'autant plus qu'on voit qu'à très court terme, hein, on a le prix spot, hein, prix au comptant du pétrole qui s'est réellement envolé, hein, puisqu'on regarde souvent le WTI ou le Brent, hein, mais qui sont des prix à 3 mois, donc qui intègrent souvent des anticipations d'amélioration de la situation, mais à très court terme, il y a bien une pénurie et il y a bien une situation de tension extrême sur des prix, hein, sur certains prix. Et naturellement, plus les stocks stratégiques diminueront, plus les stocks privés diminueront, plus on sera sur des risques de pénurie et donc d'impact majeur sur l'économie. Alors, sans aller sur un scénario catastrophique, déjà, on peut regarder ce que nous disent un petit peu les indicateurs, notamment les indicateurs d'enquête sur le mois de mars. Alors, première chose, c'est assez classique, mais ça conforte ce que disaient un peu tous les économistes, hein, c'est que cette guerre au Moyen-Orient, c'est plus d'inflation et moins de croissance. Et vous l'avez l'illustration à travers ces enquêtes PMI de S&P Global, hein, qui vous montrent notamment la composante production qui a nettement ralenti au niveau mondial, hein. On voit que de manière agrégée, le ralentissement est quand même assez sévère, hein. Alors, on reste en croissance, mais c'est quand même un ralentissement assez sévère. Et on voit qu'au niveau des prix payés, hein, on a une forte hausse, donc on a bien une hausse du coût des entreprises. Alors donc, mouvement particulièrement violent, mais voilà, la question c'est, est-ce que cette hausse des coûts des entreprises vont affecter les marges des entreprises ou se retrouver très rapidement au niveau des prix à la consommation? Donc, qui va payer l'addition à court et moyen terme? C'est une question essentielle pour les prochains mois et pour les résultats naturellement des sociétés. Alors face à ça, déjà, on voit que tout le monde n'est pas à égalité.
les chocs ne sont pas identiques. En tout cas, dans les données d'enquête, dans ce que nous disent les entreprises, l'impact est particulièrement violent pour l'Europe, hein. On voit que c'est l'Europe qui est le plus impactée par ces hausses de coûts. L'Europe est affectée, l'Asie aussi, les États-Unis aussi, hein. Mais on voit que les États-Unis, le petit rebond est relativement limité. On était déjà sur des hausses de coûts qui avaient pas mal progressé, mais ça, c'était lié déjà à la hausse des droits de douane de l'administration américaine. Mais regardez sur le dernier mois, il y a un rebond de ces prix payés, hein, qui est lié au Moyen-Orient, mais ce rebond reste quand même relativement limité du côté des États-Unis par rapport à l'Europe, par rapport à ce qu'on a observé en Asie au mois de mars. Alors certes, les États-Unis resteront encore pénalisés par les droits de douane, surtout que l'administration américaine prévoit de les relever à partir de juillet, hein. Donc on aura encore un effet droit de douane qui va se poursuivre, hein. Mais on voit qu'en termes d'ampleur, à court terme, si on doit isoler l'effet Moyen-Orient, c'est vraiment l'Europe qui est en première ligne, suivie de l'Asie qui connaît aussi une hausse de ses coûts, hein, même si on est sur des niveaux un peu moins violents. Alors, qui dit hausse des prix des inputs, hausse des coûts, la question c'est est-ce que vous allez pouvoir le répercuter à vos clients. Et un élément clé existe, hein, on le sait. C'est un élément clé, c'est les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Pour faire simple, si vous avez un choc inflationniste, bon déjà, il faut que vous considériez ce choc comme durable. C'est pour ça qu'on a peut-être vu au niveau de l'indice des prix à la production aux États-Unis un effet beaucoup plus modéré qu'on était en droit d'attendre, parce qu'aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce choc inflationniste lié à la hausse des prix, notamment de l'énergie. On a bien vu les prix coûts du transport et les prix des d'entrepôts monter sensiblement. Donc, il y a bien eu un effet sur le secteur des transports, mais ça a été compensé sur le mois de mars par une baisse des marges des grossistes. Alors, deux explications. Soit les grossistes ont décidé de pas, ou ils ne peuvent pas répercuter ça sur les prix de vente, et donc ils ont maintenu leur marge. Soit ils considéraient que ce risque au Moyen-Orient était ponctuel et ils n'allaient pas ajuster tout de suite leurs tarifs pour espérant que ça n'allait pas continuer. Donc ça veut dire que ça met un certain temps à se diffuser. Et puis dernièrement, hein, on pourrait se dire que finalement, on est aussi sur quelque chose qui va peut-être se diffuser progressivement ou d'un coup. Et c'est là où est véritablement l'interrogation. Et l'une des réponses, ça dépend en grande partie de l'état des chaînes d'approvisionnement. Est-ce qu'on est en tension ou pas? Est-ce qu'on a des stocks ou pas? Ou est-ce qu'il faut absolument acheter à n'importe quel prix? Et à ce moment-là, ça facilite la diffusion. C'est pour ça que dans la réponse, pour savoir si la hausse des prix des inputs va se retrouver dans les prix sortis usine et donc sur les prix in fine aux consommateurs, le temps de diffusion, l'ampleur de la diffusion et l'impact sur les marges dépendra pour beaucoup des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Or, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des tensions qui sont plus ou moins fortes selon les zones et selon les régions, et on est surtout sur des tensions qui ont beaucoup monté au cours des dernières semaines sur le mois de mars, sur les chaînes d'approvisionnement. Alors, l'Asie semble être la zone la plus affectée. C'est pas l'Asie qui subit la plus forte hausse de prix, mais c'est l'Asie qui connaît le plus de difficultés et de tensions sur ces chaînes d'approvisionnement. Donc c'est là où on pourrait avoir une diffusion la plus rapide des tensions inflationnistes, suivi de l'Europe et suivi des États-Unis, où on voit que les tensions sur les chaînes d'approvisionnement sont relativement limitées par rapport au reste du monde, hein. Donc, on reste encore sur quelque chose de limité, et le Royaume-Uni semble particulièrement mieux s'en sortir pour le moment. Donc, tension sur les chaînes d'approvisionnement, ça veut dire forcément qu'à terme, on a un écart aujourd'hui, un écart important entre les coûts de production, les prix des inputs et les prix sortis usine, même si les deux sont orientés à la hausse, mais que cet écart est appelé à se réduire, puisque face aux tensions sur les chaînes d'approvisionnement, ça va redonner du pricing power aux entreprises. Et donc là, pour l'instant, c'est les grossistes qui ont absorbé ça sur leur marge au mois de mars, mais on peut s'attendre en avril à un impact beaucoup plus fort sur les distributeurs et donc, in fine, sur les indices des prix. Après, deuxième constat, c'est qu'on voit que le choc est beaucoup plus violent pour les pays émergents que pour les pays développés, ce qui veut dire que le choc va être beaucoup plus, va rapidement se diffuser dans les pays émergents.
d'autant plus que le dollar a plutôt monté face à de nombreuses devises émergentes. Ça accentue les difficultés de ces pays-là, hein, ça accentue l'inflation importée. Et donc, on va avoir un effet beaucoup plus fort sur les émergents et sur la demande intérieure des pays émergents que sur les pays développés. Ça, c'est le deuxième enseignement des données d'enquête. Enfin, sectoriellement, on voit qu'on n'est pas à égalité, hein. Alors, certes, il y a une inflation qui touche pas mal de secteurs, qui touche très clairement sur le mois de mars quasiment tous les secteurs, mais pas de manière égale, hein. Alors, il y a un secteur un peu particulier qui est le secteur technologique qui connaît une inflation alors qui est liée à plusieurs choses. D'une part, naturellement aux investissements autour de l'intelligence artificielle qui créent maintenant véritablement des tensions et c'est pour ça qu'on parle par exemple dans le secteur des semi-conducteurs plus d'une croissance en valeur qu'en volume, hein, parce qu'aujourd'hui ça sera plus un effet inflation qu'un effet augmentation de la production qui va jouer parce qu'on a des goulots d'étranglement qui s'opèrent. Et en plus, ces goulots d'étranglement, ces problèmes du secteur technologique sont renforcés par le Moyen-Orient. Je pense notamment à pas mal de dérivés de pétrole qui sont essentiels dans la production de semi-conducteurs et qui accentuent les difficultés de production, ce qui fait que les tensions sur les prix sont particulièrement violentes. Mais on a naturellement en première ligne la chimie, les matériaux de construction qui subissent forcément des hausses de prix particulièrement importantes. Ça veut dire que la construction va être impactée directement aussi par cette affaire du Moyen-Orient. On a naturellement l'agriculture via les engrais, mais il ne faut pas sous-estimer d'autres impacts importants qui vont se diffuser sur des secteurs, hein, notamment, je vous disais, tous les produits autour de la chimie, autour de la plasturgie naturellement, qui sera en première ligne. Donc, pour résumer, le choc est très violent pour l'Europe en termes d'ampleur, plus violent pour l'Europe que pour l'Asie et que les États-Unis. Mais c'est en Asie où on risque d'avoir l'inflation qui se divise le plus rapidement. L'impact est plus fort pour les pays émergents que pour les pays développés. Et sectoriellement, c'est naturellement les biens qui sont les premiers, les industriels qui sont les premiers affectés. Et ça sera principalement les secteurs comme la chimie et les secteurs des matériaux de construction qui sont en première ligne dans ce choc. Mais attention, ces secteurs-là risquent de pouvoir maintenir leur prix et maintenir leur marge, hein, et ça risque de se diffuser d'autant plus vite que les tensions sur les chaînes d'approvisionnement sont importantes. Donc généralement, c'est vrai qu'on pense, on voit entre le PMI prix et les indicateurs d'inflation, il y a un petit décalage, hein. Il y a un décalage de plusieurs mois. Mais attention, on pourrait avoir ce décalage beaucoup plus court et beaucoup plus rapide avec des ajustements, d'autant plus que certaines industriels ont mis en place des mesures d'indexation dans leurs contrats qui fait qu'on aura une diffusion peut-être beaucoup plus rapide. Ça veut dire qu'on aura quand même une inflation qui va quand même jouer sur les indices des prix et que ça va se voir sur les indices des prix globalement à terme. Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les banques centrales, hein, très clairement, mais attention, hein, on est très loin de la situation de 2022. On n'est pas sur une hausse généralisée et c'est une transmission d'une partie des tensions sur une partie des biens, hein. On est très très loin d'une situation généralisée. Et puis, on le voit, hein, on a certains prix énergétiques, notamment l'électricité, qui ne connaissent pas la flambée qu'ont connu les cours du pétrole. Donc, ça limite quand même aussi en partie l'impact. Donc, on n'est pas sur un impact aussi violent que ce qu'on avait connu au cours de l'année 2022, mais ça va rendre nerveux clairement les banquiers centraux dans les prochains mois. Ça, du côté de la BCE et de la Banque centrale américaine, je pense qu'ils vont continuer d'attendre, voir un petit peu les effets et en quoi les tarifs des différents industriels, à quelle rapidité ils vont être relevés, à quelle rapidité ça va jouer sur les prix des biens, et puis des prix des biens, à quelle rapidité ça va affecter les prix dans les services, hein. Mais on est bien sur une diffusion, faut pas le sous-estimer, et on est bien sur un choc majeur inflationniste. Alors toute la question, c'est est-ce que ce choc inflationniste va ralentir la croissance mondiale? C'est la question qu'on peut se poser, hein, c'est vrai que ça va peser sur les consommateurs, ça va peser sur le comportement d'investissement des entreprises et ça crée forcément de l'incertitude. À terme, ça pourrait aussi peser sur l'emploi, hein, parce que les entreprises, face à ces hausses de coûts et des difficultés à remonter les prix face aux consommateurs, pourraient être incitées à réduire leurs effectifs. Donc tout ça fait que cet effet inflation n'est pas forcément très positive. C'est-à-dire qu'elle va avoir forcément un effet stagflationniste ou en tout cas de ralentissement de l'économie. Ça reste quand même le scénario
Alors, sans être négatif, on voit que les marchés ont quasiment joué la fin du conflit et un effet limité sur les marges, mais c'est là où peut-être les marchés font preuve d'excès d'optimisme. Très clairement, on aura un coût de cette guerre. Ce coût de cette guerre se traduira clairement sur les performances et les profits des entreprises. Les secteurs les plus à risque, ça reste quand même très clairement les valeurs industrielles. Et derrière, il y a un vrai risque de ralentissement des économies et ça sera essentiellement la consommation et les d'achat, biens de consommation discrétionnaires qui seront les plus affectés. Donc, faut pas jouer forcément quelque chose de nouveau. Faut pas forcément croire que la résolution de ce conflit met fin à toutes les tensions. On est sur quand même quelque chose qui va prendre du temps, qui va être dur à se normaliser et on est bien sur un choc sur 2026 qui va être important. Donc plus que jamais, il faut être sélectif. Plus que jamais, hein, il faut tenir compte de ce risque d'inflation et rejouer cette inflation hein, face aux impacts que ça peut avoir sur l'économie. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire autour de ces publications, de ces premiers indicateurs d'enquête sur le mois de mars. Hein. Donc voilà, beaucoup d'éléments, d'éléments d'incertitude, d'arbitrage, hein, beaucoup d'éléments à surveiller dans les prochains mois. En tout cas, clairement, il faut être sélectif dans les éditeurs de logiciels. On est sur une vraie révolution de l'IA et l'IA va avoir des conséquences et aura des conséquences importantes dans les choix d'investissement. Et ce choc plus d'inflation, moins de croissance, ça va induire aussi des rotations sectorielles, ce qui veut dire qu'il faut quand même rester toujours assez prudent sur ces marchés, jouer soit une diversification via des indices globaux, soit jouer plutôt encore des secteurs relativement défensifs. Et puis, ça montre à quel point hein, on est sur une phase d'incertitude, ce qui veut dire aussi beaucoup de volatilité dans les anticipations de politique monétaire à attendre dans les prochains mois. Rien n'est clos. Je sais que le marché considère que la Banque centrale américaine va rester plutôt sur un statu quo et que la BCE va monter ses taux, mais rien n'est fait, rien n'est clos pour le moment, ce qui veut dire qu'il y aura encore pas mal de rotation autour de ces attentes autour de politique monétaire, ce qui va générer encore beaucoup de volatilité sur les indices d'actions et sur toutes les valeurs de croissance. Donc tout ça, tous ces paramètres sont bien à entrer aujourd'hui dans les choix d'allocation d'actifs. Merci d'avoir suivi ce dessous des datas et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.